Sans plus tarder, je sais que votre temps est précieux. On va commencer. Je me présente. Je m'appelle Denise Lavallée. Je suis directrice de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. On gère un centre d'information juridique et nous présentons ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec le Conseil de développement économique de l'Alberta. Alors, pour être bien franche, c'est un atelier que un de nos membres qui donne beaucoup de son temps, un avocat qui s'appelle Christian Cormier, qui est avec nous ici aujourd'hui, qui a dit qu'il reçoit beaucoup de questions d'organismes à but non lucratif. Et puis, il voulait nous donner un contexte et de l'information pour qu'on puisse mieux gérer nos associations. C'est pour ça aussi qu'on a voulu donner un angle d'employeur. Alors, soit employeur ou vous êtes peut-être administrateur d'un conseil d'administration et que vous gérez du personnel. Alors, sachez que vous êtes invités à nous poser des questions, idéalement dans la rubrique questions et réponses, Q&A, en bas dans la barre. Ça nous permet de moins les perdre de vue. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez les mettre dans le chat, puis je vais poser vos questions à Christian à mi-chemin et à la fin. À la fin, on va faire un très court sondage, mais surtout, on va vous demander si vous aimeriez un autre atelier suite à celui-ci et si oui, à quel sujet. Donc, sans plus tarder, ça me fait plaisir de passer la parole à Christian Cormier de Prairie Law Advocate. Christian pratique en droit de l'emploi, litige et aussi en appui aux organismes sans but lucratif. J'ai toujours envie de dire sans but lucratif et à but non lucratif. En fait, ça veut dire la même chose. Donc, merci beaucoup, Christian, d'être là. Et je te passe la parole. Eh bien, merci, Denise. Merci, tout le monde, pour votre participation aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de choses à traiter ensemble. On a environ 1 heure. Mais avant de pouvoir démarrer, je voudrais quand même vous indiquer que toute l'information qui est incluse dans cette présentation aujourd'hui, ça constitue là, en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. Donc, c'est uniquement à titre d'information que je partage avec vous le contenu aujourd'hui de ma présentation. Alors, comme je disais, on va aborder un grand nombre de sujets. Donc, brièvement, je vais faire un petit rappel de ce que sont les devoirs fiduciaires des administrateurs, parce que je crois que plusieurs d'entre vous sont soit des employés, donc des directeurs généraux, mais on avait aussi visé nos administrateurs de nos organismes, parce que ultimement, c'est eux qui sont redevables. Et donc, on va voir quels sont ces devoirs fiduciaires. Ensuite, on va parler du Code des normes du travail, que certains aspects, parce qu'on aurait sinon besoin là, de plusieurs heures pour couvrir tout ce que le Code contient, mais avec une emphase sur ce qui est nouveau au Code, parce qu'à l'automne, il y a eu différents changements. Et donc, c'est important d'en être conscient. Et aussi, avec la COVID, il y a eu, bien entendu, là, des changements qui ont été apportés spécifiquement au Code pour répondre à la COVID. Brièvement, on va toucher à d'autres aspects du droit de l'emploi autres que le Code. Et ensuite, la deuxième partie de la présentation va s'adresser plutôt à des outils, ce que les administrateurs et les directeurs généraux pourraient utiliser pour éviter des écueils là, du droit de l'emploi et les différents pièges. Donc, cette deuxième partie-là est plus pratique, si on veut, moins juridique, mais selon moi, tout aussi importante pour nos organismes à but non lucratif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les devoirs fiduciaires des administrateurs? Alors, c'est une série de choses que les administrateurs, qui sont ultimement redevables à l'organisme et puis à leurs membres, doivent toujours avoir en tête lorsqu'ils prennent des décisions.
et c'est notamment vrai lorsqu'il s'agit de décisions relatives au droit de l'emploi. Un des premiers devoirs, c'est celui du devoir d'attention. En anglais, on appelle ça le duty of care. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'administrateur, on doit prendre des décisions qu'une autre personne à notre place, dans les mêmes circonstances, aurait prises. Donc, c'est pour s'assurer que la décision de l'administrateur soit raisonnable, si on veut, en quelque sorte, dans les circonstances. Les administrateurs ont également un devoir de loyauté, alors pas besoin d'explication ici. Il faut agir là, dans le meilleur intérêt, dans l'intérêt de l'organisme. Il y a un devoir d'obéissance, tant au niveau de la législation applicable, que ce soit fédérale, provinciale, mais également des statuts et règlements administratifs de notre OBNL. Et enfin, il y a un autre concept qui n'est pas vraiment un devoir, mais qui est important aussi, très important, c'est l'imputabilité mutuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a une faute qui est commise au niveau du conseil d'administration, eh bien, tous les administrateurs peuvent être imputables, peuvent être personnellement responsables pour la faute qui aurait été commise. Donc, on ne pourra pas dire, eh bien, c'est Jeanne qui a pris cette mauvaise décision-là et donc, moi, personnellement, je m'en lave les mains. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. En tant qu'administrateur, on est tous dans le même bateau et donc, s'il y a quelque chose qui, malheureusement, ne se déroule pas comme il aurait dû, eh bien, tous les administrateurs sont potentiellement responsables et donc peuvent se faire poursuivre pour cette faute-là, par exemple. Donc, brièvement, bon, c'est toujours important d'avoir un contrat de travail, ça va de soi, mais ce n'est pas toujours quelque chose que les gens font très bien parce que très souvent, les gens utilisent un gabarit qu'ils ont utilisé des dizaines de fois ou qu'ils ont trouvé sur Internet et qui n'est pas nécessairement adapté à nos besoins. Donc, c'est toujours important de s'assurer que notre contrat de travail reflète et est adapté au poste, à la situation de l'entreprise ou, pardon, de notre OBNL pour s'assurer qu'on a au moins un document qui est valide et qui est valable. Bien sûr, dans notre contrat, on ne pourra pas prévoir toutes les situations et si ce n'est pas inclus dans notre contrat, si notre contrat est silencieux sur cette question, eh bien, ce sera généralement le Code des normes du travail qui va s'appliquer et puis qui va déterminer les droits et les obligations des parties. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que le contrat de travail peut jamais offrir des conditions de travail qui sont moins généreuses, qui vont en deçà des normes au Code. Le Code, ce sont les normes minimales. Notre contrat peut offrir des conditions qui sont égales ou sinon supérieures au Code. Alors, pour nos OBNL, quelles lois s'appliquent? Alors, généralement, ce sera les lois provinciales. Dans certains cas, par contre, donc, si on parle d'une radio communautaire, parce que c'est un champ de compétences fédéral, eh bien, ce sera des lois fédérales qui vont s'appliquer. Mais pour la majeure partie de nos organismes ici en Alberta, c'est la législation provinciale de l'Alberta. Et donc, l'ensemble de cette présentation aujourd'hui va uniquement là, aborder cette législation provinciale. Alors, il y a un certain nombre de lois. Il y en a, comme vous les voyez ici à l'écran, des lois qui touchent autant les conditions de travail, donc le Code des normes du travail,
qui touchent les droits de la personne, la santé, la sécurité au travail, les accidents de travail et les renseignements personnels. Donc, aujourd'hui, la présentation va essentiellement tourner autour des conditions de travail qui sont prévues au Code des normes du travail, donc c'est-à-dire des questions d'horaire, de congés, de résiliation de contrat. Donc, le Code touche à tous les aspects. On ne va pas tout couvrir aujourd'hui, mais donc sachez que si vous avez des questions qui sont relatives aux conditions de travail, généralement, vous allez trouver la réponse au Code. La loi sur les droits de la personne, c'est également quelque chose de très important, de plus en plus important, et ça traite de tout ce qui est de discrimination en milieu de travail. Il y a énormément de jurisprudence, donc la loi nous donne des grands principes, mais pour comprendre vraiment comment la loi elle est appliquée, eh bien, il faut généralement se référer à la jurisprudence, à la décision soit de la Commission des droits de la personne ou des tribunaux. Notre commission ici en Alberta des droits de la personne a aussi beaucoup de documents sur leur site web qui expliquent comment la loi sur les droits de la personne s'applique. Je ne parlerai pas aujourd'hui, faute de temps, là, de la loi sur la santé et la sécurité au travail ou la loi sur les accidents du travail, qui est peut-être moins pertinent là, pour des OBNL. C'est plutôt généralement là, dans des secteurs où il y a un travail physique où ces lois sont vraiment importantes. Et en fait, très brièvement, on parlera de la protection des renseignements personnels. Donc, notre Code des normes du travail, eh bien, bon, chacune des provinces au Canada a un code similaire. Comme je le disais, ce sont des règles qui s'appliquent à tous, ce sont des règles minimales. On peut communiquer avec les normes du travail. On a les coordonnées là, au bas de l'écran ici. Si on veut en savoir plus sur les différentes normes, et le site est très bien fait. Vous allez sans doute trouver là, beaucoup de réponses à vos questions. Donc, une des premières dispositions qui a changé, si on veut, au Code, c'est au printemps, pas longtemps après les premières semaines de mise en quarantaine, le gouvernement a adopté une nouvelle disposition au Code qui permet un congé, mais un congé sans solde. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'accorder ce congé, mais vous n'êtes pas tenu de rémunérer l'employé qui devrait s'absenter jusqu'à 14 jours consécutifs s'il est en quarantaine. Cet employé-là n'a pas l'obligation de fournir le certificat médical et un employé pourrait aussi se prévaloir d'un tel congé s'il doit s'occuper d'un membre de sa famille qui est lui-même en quarantaine. Donc, on pourrait penser à un enfant ou à un époux. Donc, ça, c'est une disposition qui est récente et donc qui est utile là, de connaître là, le fonctionnement. Des nouvelles règles aussi ont été introduites à l'automne au Code des normes du travail pour les heures de travail. Alors, le gouvernement a créé des règles qui sont beaucoup plus souples que ce qui existait auparavant et qui permet maintenant aux employeurs de mettre en place ce qu'on appelle là, des arrangements de calcul de la moyenne des heures de travail. Ce n'est pas très joli là, comme formule, là, mais c'est tout ce que je pouvais penser comme traduction. Mais l'idée veut que ça permette aux employeurs de négocier, si on veut, avec leurs employés les horaires de travail, mais particulièrement au niveau des heures supplémentaires. Donc, un employeur a dorénavant le droit de mettre ces arrangements-là en place s'il obtient le consentement des employés ou en donnant un préavis d'au moins 2 semaines
aux employés avant l'entrée en vigueur d'un tel arrangement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, différentes choses, mais il y a certaines choses qui ne changent pas. C'est que les employés doivent toujours obtenir 8 heures de repos entre un quart de travail s'il y a un changement d'horaire, ce qui n'est peut-être pas vraiment le cas là, dans les OBNL. Mais une chose qui est importante de savoir, c'est que maintenant, les employeurs, s'ils ont mis un tel arrangement en place, n'ont pas nécessairement à payer d'heures supplémentaires quotidiennes. Donc, c'est-à-dire des heures supplémentaires si un employé travaille plus que 8 heures consécutives lors d'une journée, à moins que ça ait été prévu dans l'arrangement. Mais ça, c'est une des dispositions importantes, c'est qu'on peut supprimer cette obligation-là de payer les heures supplémentaires quotidiennes. Par contre, le seuil de 44 heures pour les heures supplémentaires hebdomadaires, lui, est toujours en vigueur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a plus que 44 heures qui ont été travaillées durant une semaine, l'employeur pourrait donner du temps de congé au lieu des heures supplémentaires. Et l'employeur peut donner 1 heure de congé pour chaque heure supplémentaire qui a été mise en réserve. L'employeur, par contre, a l'obligation de permettre à son employé d'utiliser ces mêmes heures de congé dans les 6 mois qui suivent là, la période d'accumulation, durant la période d'accumulation. Et si un employé était congédié ou s'il quittait son emploi, bien, l'employé aurait droit à être compensé financièrement pour ces heures-là. Si l'employeur a plutôt opté pour ne pas mettre un tel arrangement en place, eh bien, les dispositions précédentes sont toujours applicables, c'est-à-dire que l'employeur doit payer au moins 1,5 fois le salaire horaire de l'employé, et ce, après 8 heures par jour ou après 44 heures par semaine. Donc, s'il n'y a pas eu un tel arrangement, et qu'avec mon employeur, et qu'aujourd'hui, jeudi, je travaille 9 heures, même si je n'aurais travaillé que, disons, 40 heures cette semaine, eh bien, j'aurai droit à être payé 1,5 fois mon taux de salaire pour aujourd'hui, pour l'heure supplémentaire travaillée aujourd'hui. Donc, un des avantages de ces arrangements-là, c'est que ça permet aux employeurs une plus grande flexibilité. Donc, si vous avez des événements, par exemple, en soirée, où on sait que les gens, nos employés risquent de travailler plus longtemps que prévu. Bon, là, en période de COVID, il y a peut-être moins d'événements, mais c'est sûr qu'à court terme, il faut espérer que tout ça va revenir dans l'ordre. Eh bien, ça permettrait à cet employeur-là de ne pas avoir à payer pour les heures supplémentaires pour la journée où il y a eu cet événement-là, à condition, bien sûr, que l'employé aurait travaillé 44 heures ou moins durant cette même semaine-là. Pour ce qui est des congés, les différents types de congés, il n'y a pas eu de changement, donc toujours les mêmes dispositions applicables. Donc, juste un rappel là, très rapide. On y a droit en tant qu'employé après 90 jours d'avoir travaillé pour notre même employeur. Notre employeur ne peut pas mettre fin à notre emploi et l'employeur doit aussi offrir le même poste au même salaire lorsque l'employé retourne au travail. Il y a aussi un certain nombre de congés et donc ça date de quelques années. C'est nouveau pour plusieurs de ces congés-là. Ça a été introduit par le gouvernement précédent. Alors ça, ce sont des congés qui ne sont pas rémunérés, mais l'employeur a quand même l'obligation d'accorder ces jours-là de congé à un travailleur, à son employé.
Donc, on voit là, à l'écran les différentes situations dans lesquelles ces congés-là doivent être accordés, que ce soit un décès, que ce soit différents types de responsabilités personnelles ou familiales. On peut utiliser jusqu'à 5 jours par année. Et ça, ce serait en plus de nos 14 jours liés à la COVID si on est en quarantaine. Donc, ce n'est pas mutuellement exclusif. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui a 14 jours de quarantaine et un autre 5 jours là, qui est lié là, à des différentes responsabilités pour nos enfants, par exemple, qui seraient malades. Cérémonie de citoyenneté, des maladies graves de longue durée, donc jusqu'à 16 semaines, mais sans rémunération. Si on est un aide, si on vient en aide, on soigne un de nos proches, on peut avoir jusqu'à 27 semaines. Dans le cas de maladies graves, jusqu'à 36 ou 16 semaines selon la situation. Disparition ou décès d'un enfant jusqu'à 1 an ou 104 semaines si c'est suite à un crime. Ou une nouvelle disposition qui était très nouvelle à l'époque, c'est dans le cas de violence familiale, on peut avoir jusqu'à 10 jours par année en tant qu'employé pour gérer ces situations de violence familiale, mais bien entendu, toujours sans rémunération. On entend aussi beaucoup en ce moment en Ontario un débat à savoir si le gouvernement devrait introduire des congés de maladie payés. Alors, faut voir si avec la COVID, ça va avoir une influence autour du débat. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques mois ou années, qu'on voit certaines provinces comme l'Ontario adopter ce genre de mesures-là. Une autre modification au niveau du code qui date de cet automne, c'est des mises à pied temporaires. Donc, un employeur peut maintenant licencier, mettre à pied temporairement quelqu'un pour une période allant jusqu'à 90 jours sur une période de 120 jours. Et si ça, c'est lié, cette mise à pied-là temporaire est liée à la COVID, eh bien, on pourrait mettre à pied des employés jusqu'à 180 jours, donc 6 mois par année. Donc, si un de vos organismes, si votre organisme, par exemple, a une baisse d'activité ou de financement dû à la COVID, eh bien, vous pourriez vous prévaloir là, de cette nouvelle disposition-là pour les mises à pied temporaires. Donc, ça, c'est un changement assez important au niveau du code. Alors, brièvement, je voudrais parler de d'autres aspects du droit de l'emploi. On a parlé brièvement des droits de la personne. Alors, juste un rappel que c'est illégal, hein, c'est interdit de refuser d'embaucher quelqu'un ou de traiter un employé différemment pour une des raisons suivantes. Donc, que ce soit la race, couleur de peau, descendance, des motifs qui seraient de motifs religieux ou des motifs liés au genre, à l'identité de genre, l'expression de genre ou l'orientation sexuelle d'un employé, pour toute forme d'handicap ou une situation conjugale ou familiale. Donc, on voit ici là, à l'écran là, ces différentes situations, l'âge également, sauf dans certains cas, là, si s'il s'agit d'un enfant, un employeur pourrait refuser là, d'embaucher quelqu'un qui est un mineur. Et donc, tout ça, ce sont des différents motifs pour lesquels un employé pourrait poursuivre son employeur s'il considère qu'il a été traité différemment. Une autre obligation pour un employeur en matière de droits de la personne,
c'est que l'employeur doit toujours tenir compte des besoins de son employé si celui-ci a quelque forme d'handicap. L'employeur a un devoir de mettre en place des outils ou d'accommoder, faire des changements au niveau là, de la situation de l'emploi, par exemple, de cet employé-là pour l'aider à accomplir ses tâches. Et si l'employeur ne fait pas ça, ne fait pas ces accommodements, ne met pas ces accommodements-là en place, eh bien, la Commission des droits de la personne pourrait intervenir. Et à ce moment-là, si une plainte a été déposée, eh bien, la Commission pourrait prendre différentes mesures. Elle pourrait exiger une compensation financière, donc l'employeur devrait dédommager cet employé. La Commission pourrait exiger des excuses de la part de l'employeur. Elle pourrait exiger que l'employeur suive certaines formations ou mette en place des politiques pour essayer de corriger ces situations discriminatoires. Il faut savoir, par contre, qu'un employé là, qui voudrait se prévaloir de ces droits-là ou porter plainte devant la commission a 12 mois maximum pour le faire depuis le moment de l'incident. Brièvement, la loi sur la protection des renseignements personnels, eh bien, cette loi-là prévoit qu'un employé a le droit de demander qu'on lui fournisse des copies de documents ou de renseignements. Donc, par exemple, son dossier d'employé, des documents disciplinaires, des évaluations de rendement, des relevés de paie. Donc, c'est très important en tant qu'employeur de garder tous ces documents-là de manière sûre et facilement d'accès, facile d'accès, parce qu'un employé pourrait exiger que vous lui transmettiez ces documents. Si c'était le cas, l'employé doit le faire par écrit et l'employé a aussi l'obligation de décrire spécifiquement, précisément les dossiers, les documents ou l'information qu'il recherche. Il ne pourrait pas dire « envoie-moi tous les documents que tu possèdes à mon sujet ». Il faudrait qu'il spécifie spécifiquement, par exemple, les évaluations de rendement de l'année 2019-2020. L'employé a également le droit de savoir avec qui ces mêmes renseignements-là auraient été partagés et les raisons pour lesquelles vous auriez, vous en tant qu'employeur, partagé cette information-là. Et une autre chose qui est très importante en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de protéger tous ces renseignements. Donc, si c'est gardé sous forme papier, par exemple, ben, ce serait important que ce soit gardé sous clé, hein, que ce soit dans un classeur, par exemple, ou si c'est sous forme électronique, que ce soit protégé par mot de passe. Donc, pour pas que d'autres employés puissent aller fouiller dans les renseignements personnels d'un employé. Si tel était le cas, l'employeur pourrait donc se retrouver là, en faute de ne pas avoir protégé les renseignements. Donc, ici brièvement, là, les coordonnées de l'Office du Bureau de la protection des renseignements personnels qui sont ici à Edmonton, si jamais vous avez besoin de communiquer avec eux. Ils ont également un site web où il y a de l'information pertinente. Donc, ça termine la première partie de la présentation qui était plus consacrée là, aux grandes lignes législatives. Et donc, avant d'aborder les aspects plus pratiques liés à la gestion du personnel, les manuels du personnel, etc.,
peut-être que je pourrais répondre à quelques questions parce que vous avez peut-être là besoin d'éclaircissement sur certains de ces aspects-là. Denis, je ne sais pas si on a des questions. Oui, oui, on a au moins 2 questions. Oui. Alors, la première serait, est-ce que l'employeur peut refuser un 2e congé de maladie longue durée pendant la même année? Alors, Donc, pour ces congés-là, c'est calculé sur une base annuelle. Donc, si on retourne en arrière, donc si on parle d'une maladie de longue durée, c'est 16 semaines au total dans l'année. Et même chose avec les différents types de maladies graves. Donc, tout ça, c'est calculé annuellement. Donc, on remet le compteur à 0, si on veut, l'année suivante. d'accord. Et que faire dans le cas d'un employé qui veut que son horaire de travail soit adapté en fonction de sa situation familiale, alors qu'il a signé un contrat contenant un horaire convenu? Alors là, c'est là où on entre dans cette situation où il faut accommoder le mieux qu'on peut notre employé parce que la situation familiale, c'est un des motifs qui est couvert par la loi sur les droits de la personne. Donc, quand l'employeur doit faire une telle accommodation, il doit le faire sans que ça cause un fardeau excessif sur l'organisme. Donc, c'est quelque chose là c'est un jeu d'équilibre, si on veut. Il faut essayer d'accommoder le mieux qu'on peut, mais sans que ça soit, par exemple, que ça entraîne un coût excessif pour l'organisme. Donc, même si on a signé un contrat, malheureusement, l'employeur sera peut-être dans l'obligation d'essayer d'accommoder. Mais, comme je dis, tout ça, ça dépend aussi de ce que ça implique pour l'organisme. Donc, s'il s'agit de modifier un peu, de déplacer un peu des heures, faire certaines heures, des journées plus longues, certains jours pour compenser pour d'autres journées plus courtes, on pourrait peut-être considérer que c'est acceptable. Mais si ça signifie de modifier les horaires d'une telle manière que ça crée, par exemple, une surcharge de travail pour les autres employés, eh bien là, peut-être que ce serait considéré déraisonnable. Ce serait un fardeau excessif pour l'employeur. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais le fait d'avoir signé un contrat, ça ne signifie pas nécessairement que l'employeur n'a pas cette obligation-là d'essayer d'accommoder pour des raisons familiales. D'accord. Une dernière question avant de continuer. Est-ce que la loi permet d'afficher la grille salariale d'une OBNL si c'est dans un objectif d'assurer la transparence salariale et l'équité au sein de l'équipe? Il n'y a aucune obligation de le faire. Je dirais que là, c'est plutôt au niveau du conseil d'administration s'ils veulent faire adopter une telle pratique. Donc, ce serait peut-être souhaitable de s'assurer qu'il y ait une résolution qui est adoptée au conseil d'administration pour que ça soit clair pourquoi on le fait et que le conseil d'administration a donné l'autorisation au directeur général, par exemple, de le faire avant de faire ça. Si on regarde dans le secteur public, c'est une pratique là, qui est très répandue. Donc, comme je disais, ce n'est pas une obligation, mais si on veut le faire, il faudrait peut-être s'assurer qu'on prenne les bonnes mesures avant de le faire. D'accord. Et finalement, pour l'annonce des 3 heures qui sont accordées maintenant pour les vaccins, est-ce que ça fonctionne comme les heures supplémentaires? Un employé demande pour ces heures-là, puis ensuite il a 3 heures payées selon l'amendement au Code du travail? Oui, puis c'est un peu comme le droit de vote, hein, finalement, là, où tout le monde a le droit d'exercer son droit de vote et puis peut demander d'avoir ces 3 heures-là mis à sa disposition
pour aller voter là, le jour du droit de vote. Donc, c'est un peu dans la même logique, là, si on veut. D'accord. Merci, Christian. On peut continuer. D'accord. Merci, Denise. Donc, la deuxième partie de cette présentation-là, puis je vois que je suis conscient du temps, là, on a environ 20-25 minutes. Donc, je vais aborder beaucoup de questions et beaucoup d'informations. Donc, je vous demande d'être indulgent parce que je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, mais on verra là, à 3 heures si on met court à tout ça ou si on prolonge un peu. On verra. Donc, brièvement, notre relation de travail commence généralement avec une offre d'emploi qui est souvent aussi, très souvent, notre contrat d'embauche. Hein, très souvent, les employeurs utilisent le même document. Et une des choses à laquelle il faut faire attention en tant qu'employeur, c'est que si on veut vérifier les antécédents de notre potentiel employé, de notre candidat, si on veut vérifier ses références auprès d'employeurs antérieurs, vérifier son crédit, casier judiciaire, etc., c'est toujours souhaitable de demander l'autorisation préalable auprès du candidat. Donc, généralement, dans notre lettre d'offre d'emploi, on devrait indiquer qu'on souhaite faire une vérification de ces antécédents-là et que si ces vérifications s'avèrent positives, eh bien que l'offre soit bel et bien là, conclue et on demande à l'employé ou le candidat à ce moment-là de signer cette lettre d'offre d'emploi autorisant notre organisme à faire ces vérifications-là. Donc, et c'est qu'au moment où on aura reçu l'autorisation du candidat qu'on fera cette vérification des antécédents. Et comme je vous disais, ce serait important aussi, c'est une bonne pratique, que ce soit conditionnel, que l'offre soit conditionnelle à ce que ces vérifications-là soient positives. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est de ne pas faire de vérification sans avoir obtenu au préalable l'autorisation. C'est aussi une bonne pratique d'énoncer dans notre contrat d'embauche comment on pourrait mettre fin ou suspendre l'emploi de notre employé. Donc, d'indiquer déjà dans ce contrat d'embauche qu'on pourrait résilier le contrat avec préavis et indiquer les périodes de préavis, qu'on pourrait aussi que l'employeur se réserve le droit de congédier pour une faute grave. On va en parler un peu plus en détail durant cette partie de la présentation. Et que l'employeur aussi a le droit de mettre à pied temporairement cet employé, surtout dans le contexte de la COVID. Là, je pense que c'est important maintenant d'inclure ce genre de clause d'énoncé dans un contrat d'embauche. Alors, une fois qu'il est embauché, notre employé, il est critique d'avoir une bonne gestion de notre personnel. C'est critique, je ne vous apprends rien. Hein, pour nos organismes à but non lucratif, malheureusement, c'est souvent une des plus grandes sources de litiges. Et c'est une grande source de risques. Hein, c'est des risques financiers parce qu'il y a des risques de poursuite. Il y a des risques aussi de fraude s'il n'y a pas de contrôle en place, par exemple. Il y a malheureusement des cas de fraude, de perte de revenus. Ça peut avoir un impact direct sur nos opérations et sur les activités de notre organisation. Mais également, ça peut aussi avoir un risque, ça peut porter atteinte à notre réputation. Une réputation qu'on doit maintenir auprès de nos bailleurs, puis aussi auprès de nos membres, nos parties prenantes, parce que si ces litiges-là perdurent, et comme tout le monde se connaît, rapidement, le chat va sortir du sac, les gens vont être au courant et ça peut endommager
notre réputation, ce qui ensuite peut avoir un impact sur, comme je disais, nos opérations, nos finances, etc. Donc, il y a énormément de bonnes raisons d'avoir de bonnes mesures en place pour gérer le personnel. Donc, c'est toujours une bonne pratique d'avoir des mesures de contrôle, des processus d'autorisation par écrit, que ce soit des formulaires papier ou, ce qui sera encore mieux, en ligne, si vous avez des logiciels qui vous le permettent pour faire de suivi. C'est important pour la reddition de comptes. Nos bailleurs de fonds nous demandent ça, mais même en tant qu'administrateur, on veut s'assurer que tout ça a été fait et que ça a été comptabilisé. Et bien sûr, là, on parle aujourd'hui beaucoup de nos employés, la gestion des employés, mais c'est aussi une bonne chose, je pense, de mettre tout ça en place pour les administrateurs. Si jamais les administrateurs doivent réclamer des remboursements de dépenses, ce serait une bonne chose aussi de faire ça pour nos administrateurs. Mais aussi, ultimement, c'est qu'on veut éviter des disputes et des malentendus. Qu'est-ce qui a été dépensé réellement? Nos déplacements, notre temps supplémentaire, est-ce qu'il a été autorisé ou non? Combien d'heures avaient été autorisées? Donc, c'est important d'avoir tout ça parce que si malheureusement il y a un litige, eh bien, ce sera toujours une question de crédibilité de preuve. C'est ce que les tribunaux vont vouloir examiner. Et si on a mis en place nos mesures de contrôle, si on a des documents qu'on peut, qui soutiennent, qui viennent en appui de nos positions, eh bien, en tant qu'administrateur, en tant qu'employeur, ça nous facilite grandement la vie. Même chose avec les vacances et avec les congés. Donc, des contrôles. Mais des contrôles aussi qui sont liés directement à des politiques des ressources humaines. C'est important d'avoir ça en place. Il faut qu'on ait des politiques qui sont claires, qui sont précises. Encore une fois, pour éviter des conflits, éviter des malentendus. Alors, on voit à l'écran, puis je ne vais pas entrer dans le détail de chacun de ces sujets, mais un bon manuel de l'employé devrait toucher à la plupart de ces sujets. Comment on embauche quelqu'un? C'est quoi notre processus d'embauche? Est-ce qu'on fait juste embaucher un ami parce qu'on le connaît ou quelqu'un de la parenté, ou il y a un processus de sélection? Quel est-il? Processus d'entretien, etc. On a parlé de vérification des antécédents tout à l'heure. Comment on s'y prend? Quelles sont nos conditions de travail? Est-ce qu'il y a des avantages sociaux? Le temps supplémentaire, est-ce que c'est automatique ou il faut l'autorisation de notre superviseur? Même chose pour les vacances, nos congés. Comment on réserve notre temps de vacances? En été, tout le monde veut partir en vacances. Qui a priorité? Est-ce qu'il y a un système de priorité? L'absentéisme, ça peut être un problème. Comment on règle ça? Est-ce qu'il y a un système d'avertissement en place, d'avertissements verbaux, par écrit, etc.? Des politiques relatives à la santé, drogue, tabac, alcool. On interdit ça, bien entendu, sur les lieux de travail, mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où un employé a un problème de dépendance? Comment on gère ça? On ne peut pas congédier quelqu'un tout simplement parce qu'il a un problème de dépendance. On parlait d'accommodement tout à l'heure. Eh bien, très souvent, l'employeur aura l'obligation d'essayer d'accommoder cet employé-là, d'essayer de l'aider à régler ses problèmes de dépendance. Donc, il faut songer aussi à ça dans notre manuel. Les conflits d'éthique et d'intérêt, j'en parlais un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça, c'est très, très, très important, surtout dans le monde associatif, où malheureusement, parfois, ça peut être facile de se retrouver dans une situation de conflit d'intérêt. Donc, encore là,
important que notre manuel ait des règles précises qui règlent ou qui au moins expliquent le processus qu'on va adopter dans de tels contextes. Est-ce qu'on offre de la formation du personnel? Si oui, qu'est-ce qui est considéré comme la formation du personnel? Est-ce qu'on a un budget qui est alloué? Comment on peut y avoir droit à ce budget, à cet argent qui est mis à la disposition du personnel pour leur formation? Nos remboursements de nos dépenses, on parlait tout à l'heure de mécanismes là, et de formulaires pour contrôler ces dépenses-là. Nos employés, comment on les évalue, les promotions, comment elles sont attribuées. Est-ce que tout ça, ça se fait en cachette ou il y a un processus qui est transparent avec des formulaires et puis un comité qui évalue la performance des employés et qui accorde des promotions? Confidentialité et discrétion. Eh bien, toute l'information qu'on peut obtenir au sujet de nos membres, nos parties prenantes, c'est très important, ça aussi. En tant que fiduciaire, en tant qu'administrateur, on est ultimement responsable de toute cette information confidentielle. S'il y a un bris de confidentialité, en tant que membre du conseil d'administration, on pourrait se retrouver responsable là, des dommages causés à la partie dont l'information a été divulguée. Les technologies de l'information, les réseaux sociaux, très importants. On parle encore de l'image de notre organisme. Alors, comment on gère ça pour s'assurer que les employés utilisent les technologies de manière appropriée? Harcèlement et discrimination. En tant qu'employeur, on est obligé de mettre en place des politiques pour éviter toute forme de harcèlement et de discrimination. Si ce n'est pas le cas, ou si en tant qu'employeur, on n'a pas agi pour arrêter ce comportement-là, l'employé qui était victime d'harcèlement pourrait nous poursuivre. Et donc, ça pourrait encore là porter atteinte à notre image de marque de notre organisme. Ça pourrait aussi avoir des conséquences là, financières. Mise à pied temporaire, si c'est le cas, comment on s'y prend? Donc, tout ça, on pourrait en parler là, pendant des heures. Et je sais que vous avez autre chose à faire, mais je voulais juste vous donner une idée des différents sujets qu'un manuel de ressources humaines devrait inclure, devrait aborder pour s'assurer qu'il y a des bonnes politiques en place et pour protéger l'organisme, protéger le directeur général et protéger, bien entendu, aussi les administrateurs de l'organisme. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est d'avoir en place une attestation écrite que devraient signer les employés et je dirais aussi également les administrateurs quand il s'agit de conflits d'intérêts, de confidentialité, de discrétion. Je pense que c'est très important d'avoir à chaque année un formulaire que les employés et administrateurs signent où ils déclarent leurs intérêts personnels ou ceux de leurs proches, qui les déclarent ou à tout le moins qui confirment qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et aussi qu'ils affirment, qu'ils attestent à chaque année qu'ils ont pris connaissance de leurs responsabilités en matière de confidentialité et de discrétion parce que, comme on sait, il y a beaucoup d'informations personnelles qui circulent dans le cadre là, des activités d'un organisme à but non lucratif. Brièvement, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à couvrir et il reste peu de temps, mais des mesures disciplinaires, ça devrait être abordé aussi dans notre manuel. On devrait avoir une progression des mesures, indiquer quelles seraient les étapes, mais il faut également indiquer dans notre manuel que l'employeur peut prendre une mesure disciplinaire qui serait non progressive, compte tenu là, du sérieux de la faute. Donc, par exemple, si ce qui s'est passé, c'est relativement grave, eh bien qu'on aille directement, par exemple, à un avertissement écrit
ou à une suspension sans avoir passé par un avertissement verbal, par exemple, parce que c'est relativement sérieux et que ça justifie une telle mesure. C'est important aussi dans notre manuel d'indiquer comment on va mettre fin à l'emploi de notre employé, soit par résiliation du contrat, donc avec préavis ou rémunération, quelle serait la durée de ce préavis, ou un congédiement s'il s'agit d'une faute grave, et on indiquerait des exemples de situations qui justifient un tel congédiement, une fraude, un vol, la violence verbale ou physique sur les lieux de travail. Alors, une fois qu'on a notre manuel de l'employé, qu'on a nos politiques en place, c'est important de le remettre à jour régulièrement, de le réviser parce que la loi, les règlements changent constamment. Mais aussi, ce qui est très important, c'est d'offrir, je dirais, des formations ou des séances d'information pour le personnel et également pour le conseil d'administration, surtout pour les nouveaux membres du conseil d'administration, leur expliquer un peu ce qui en est au niveau, dans les grandes lignes, là, de ce qui en est des politiques là, des ressources humaines. Et bien entendu, les nouveaux employés devraient être mis au fait. C'est aussi important pour nos nouveaux employés qu'ils signent une attestation qui confirme qu'ils ont lu et qu'ils ont compris le manuel. Et pour certaines des politiques, là, conflits d'intérêts, confidentialité, qui s'appliquent aux administrateurs également, comme je le disais, de leur faire signer de manière systématique à chaque année un tel formulaire relatif au fait qu'ils aient ou non des situations, qu'ils se retrouvent ou non dans des situations de conflit d'intérêts. Donc, même si on a nos manuels en place, nos politiques, nos mécanismes de surveillance, de contrôle, il y aura toujours des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, de un, je pense que c'est important de prévoir des mécanismes qui permettent aux employés de signaler ces problèmes-là s'ils sont au courant d'harcèlement, de fraude, qu'ils puissent en toute conscience et en toute sécurité en avertir leur superviseur ou un membre du conseil d'administration et que rapidement qu'il y ait une enquête qui ait lieu, une enquête objective hein, qui permette de, un, vérifier les faits et de deux, permettre à l'employé d'expliquer sa version des faits si on croit qu'il y a eu une faute qui a été commise. Tout ça, comme je dis, ça devrait être prévu au code, au manuel du personnel. Il faut suivre ce qui est prévu au manuel. Hein, donc, tout le monde devrait être soumis au même processus. Hein, il ne devrait pas avoir de passe-droit ou être plus sévère avec un employé plutôt qu'un autre. Il faut mettre en place, comme on le disait tout à l'heure, un système d'avertissement et de proportionnalité et de sévérité de nos mesures disciplinaires qui vont être en fonction finalement de la nature de la faute. Est-ce que c'est juste parce que cet employé-là est arrivé en retard et donc on lui donne peut-être un avertissement verbal ou il s'agit de quelque chose de plus grave, une forme d'harcèlement, par exemple? Est-ce que c'est une récidive? Est-ce qu'il y a récidive? Bon, je pense qu'on a un problème technique ici. Moi, je vois Christian comme je l'ai. Je ne sais pas si moi je le suis aussi. Alors, je vais tenter de communiquer avec lui. Attendez-nous un instant.
Est-ce que là, ça va? Là, maintenant, on t'entend, Christian, mais on ne te voit pas, mais on voit ton écran. OK. Là, on te C'est voit. peut-être mieux comme ça. OK. Donc, brièvement, donc, il faut avoir des mesures disciplinaires en place qui sont proportionnelles à la nature de la faute et s'il y a récidive. Et tout ça, ça devrait être prévu au manuel et ça devrait être mis en place de manière objective. Hein? Donc, fin au contrat de travail et litige. Malheureusement, parfois, on doit en arriver là. Il faut parfois mettre fin à l'emploi. Et c'est important de savoir qu'en tant qu'employeur, on peut toujours congédier un employé sans préavis s'il y a une raison grave. Donc, par exemple, s'il y a eu un vol ou s'il y a eu une fraude. Mais également, en tant qu'employeur, on peut mettre fin au contrat en tout temps, sans raison, mais à condition qu'on donne un préavis suffisant à notre employé, ou si on ne lui donne pas un préavis, qu'on lui paie au moins l'équivalent de cette période de préavis. Alors, je vais entrer un peu plus en détail tout à l'heure sur cette question de préavis. Mais rapidement, il faut savoir aussi qu'il y a de nouvelles règles dans le code relatives au paiement du dernier salaire. Donc, je vous laisse voir à l'écran, là, mais ça change un peu là, les périodes, mais ça ne change pas les principes au niveau du moment où on doit payer ce dernier salaire. Alors, quels sont les avis de cessation d'emploi? Alors, le code, comme on se souvient, on se rappelle, c'est des règles minimales. Hein? On ne peut pas offrir moins que ce qui est prévu au code. Alors, à l'écran, encore une fois, là, on voit ces différentes périodes-là. Donc, un employé qui a travaillé au moins 3 mois, mais pendant moins de 2 ans, n'aurait droit qu'à 1 semaine de préavis ou l'équivalent salarial. Et un employé qui a travaillé pour 10 ans ou plus peut avoir jusqu'à 8 semaines de préavis ou l'équivalent salaire. Donc, comme je vous dis, ça, c'est ce qui est prévu au code, c'est le minimum. Dans tous les cas, cette période-là doit être raisonnable et un employé pourrait avoir droit à une rémunération là, de ce qu'il aurait dû gagner pendant cette période-là. Il faut également savoir que, d'une manière générale, les tribunaux, eux, s'attendent à ce qu'un préavis soit plus long que ce qui est permis, ce qui est prévu au code. Plus un employé a de l'expérience, plus un employé a des responsabilités élevées, plus un employé a été longtemps à l'emploi de l'organisme, plus les conditions du marché du travail sont mauvaises, comme en ce moment, plus il y a des circonstances, si on veut, qui rendent la recherche d'un nouvel emploi difficile, eh bien, plus les tribunaux vont s'attendre à ce que cette période-là de préavis soit longue. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte lorsqu'il faut réfléchir à ce qu'on veut donner comme période de préavis, parce que très souvent, ce qui est prévu au code, qui est le minimum, ne sera pas considéré comme étant nécessaire. Ne sera pas considéré comme suffisant et nécessaire par les tribunaux. Et donc, comme on voit ici, donc, les tribunaux vont souvent tenir compte là, du temps qu'un employé a eu donc, le temps nécessaire pour trouver un autre emploi semblable. Ce n'est pas trouver n'importe quel emploi, c'est trouver un emploi à une rémunération et un type de responsabilité là, similaire. Okay?
C'est important, par contre, également de savoir que notre employé ne peut pas juste se croiser les bras puis attendre à la maison des dédommagements là, suite à un recours devant les tribunaux. L'employé a l'obligation de faire des efforts pour se trouver un autre emploi semblable. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, les tribunaux pourraient diminuer l'attribution des dommages, du dédommagement auquel cet employé-là aurait eu droit, auquel il aurait eu droit. Un employé peut toujours intenter un recours s'il y a eu violation de contrat, c'est-à-dire que si on a résilié son contrat puis que la période de préavis ou le salaire qui est versé, la compensation financière pour l'équivalent de cette période de préavis-là n'est pas suffisante, compte tenu des circonstances là, particulières de cet employé-là. Donc, il pourrait intenter un recours. Si l'employeur n'a pas respecté non plus le code, l'employé peut également porter plainte auprès de la commission des normes du travail qui ensuite va faire une enquête. La commission pourrait ensuite poursuivre l'employeur et exiger le paiement de certaines compensations financières. Même chose si l'employé veut porter plainte pour des raisons de discrimination. L'employeur pourrait, comme on le disait là, plus tôt durant la présentation, se retrouver à verser une compensation financière à cet employé-là. Alors, quels sont les différents délais? Donc, ça, c'est la dernière diapo de notre présentation. Eh bien, si l'employé veut porter plainte pour une violation au Code des normes, l'employé n'a que 6 mois pour le faire depuis son dernier jour de travail auprès de l'organisme. Si c'est une plainte que l'employé souhaite déposer pour une violation à ses droits de la personne, l'employé a 1 an depuis l'incident. Et pour tout autre recours, donc par exemple un préavis qui serait insuffisant compte tenu de la situation de l'employé, de son expérience, son âge, etc., eh bien pour un tel recours, l'employé aurait 2 ans suite au congédiement pour intenter son recours. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses en peu de temps, donc je ne sais pas s'il y a des questions, mais ça me fera plaisir d'y répondre. Oui, la première question. Justement, on parle de ça dans les prochains ateliers. Christian, quelqu'un aimerait savoir quelles sont les obligations des employeurs pour le travail à la maison, comme pendant le temps de COVID. Exemple, si l'employé exige un paiement d'une portion de la maison, remboursement pour utilisation d'équipements personnels, Wi-Fi, lumière. Disons qu'au niveau du matériel, l'employeur généralement doit offrir le matériel qui est nécessaire à l'employé pour accomplir ses tâches. Donc, que ce soit un ordinateur, par exemple, ou des écrans. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Ce n'est pas différent finalement que ce que l'employeur doit offrir sur le lieu de travail. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être que oui. Je sais que dans l'autre webinaire où j'étais, il parlait du fait que les personnes qui ont travaillé à la maison pendant le COVID avaient droit de demander j'espère que j'ai le bon terme, un crédit d'impôt ou une déduction pour leurs dépenses personnelles. Alors, oui. Alors, le gouvernement fédéral a adopté une mesure. Donc, il y a 2 types de calculs. Il y a un calcul qui est basé sur un montant quotidien. Et donc, peu importe nos dépenses, on calcule le nombre de jours où on a travaillé à la maison
de la maison par ce montant-là. Et donc, ça nous donne droit à notre crédit d'impôt. Ou il y a un autre mode de calcul là, qui est manuel, si on veut, où là, on doit calculer, par exemple, la proportion de notre maison ou notre lieu de résidence qui a été utilisé pour le travail. Donc, par exemple, si on a 5 pièces, qu'on a utilisé une pièce, donc 20% de nos coûts pourraient être considérés comme faisant partie de ce crédit d'impôt-là, plus nos frais, par exemple, d'abonnement Internet, etc., etc. Et là, c'est un calcul, comme je disais, là, qui ne se fait pas sur une base automatique, mais en fonction de la situation spécifique de l'employé. Donc, c'est un peu plus compliqué. Puis aussi, il faut aussi se rappeler que si on est propriétaire de notre maison, ça peut avoir un impact ensuite sur notre plus-value lorsqu'on vend notre maison. Ça pourrait avoir un impact sur le gain en capital auquel on a droit normalement. Donc, c'est quelque chose dont il faut considérer quand on utilise ce crédit d'impôt-là. Alors que l'autre crédit qui est automatique, donc un certain montant par jour, eh bien, ça n'aura pas d'implication directe sur le gain en capital lors de la vente de notre maison si on est propriétaire de notre maison. OK? Donc, il y a les deux mécanismes qu'on peut utiliser. OK. Une autre question, est-ce que de signer un code de déontologie est vraiment utilisé? Un code de déontologie, souvent, il peut y avoir un code d'éthique qui est inclus dans notre manuel, où là, c'est un ensemble, si on veut, de valeurs de l'organisme et puis les grands principes là, qui doivent, si on veut, aider les employés à comprendre ce qui est attendu, ce qu'on attend d'eux au niveau de leur performance, au niveau de leur rendement au travail, leur professionnalisme. Donc, ce n'est peut-être pas un code de déontologie comme tel, mais c'est une charte, si on veut, de ce qui est attendu d'eux. Le code de déontologie, généralement, c'est plutôt au niveau des professions qu'on retrouve ça, donc les médecins, les avocats, les architectes, etc. Ce ne serait pas quelque chose qu'un employeur pourrait vraiment imposer comme tel, parce que, comme je disais, c'est lié plutôt à une profession. Mais au niveau du manuel, c'est clair qu'on peut définir ce qu'on considère comme des comportements acceptables ou non pour des employés et que si il y a eu, si on veut, des comportements là, qui sont en contravention à ça, ça pourrait mener à des mesures disciplinaires, par exemple. Donc, le respect de nos confrères et consoeurs au travail, par exemple.